bonjour. Hier, dans notre perte de temps quotidienne, nous avons intercepté sur les réseaux sociaux un long texte attribué à la personne du président du Conseil constitutionnel. Un très long texte à charge et très menaçant contre Equinox Télévision suite à l'émission Droit de réponse du dimanche 3 novembre 2024. Le texte estime qu'au cours de la dite émission, la personne du président du Conseil constitutionnel a été à tort accusé d'avoir participé à un appel à candidature en Balmayo. L'auteur du texte demande un droit de réponse à Equinox, un droit de réponse qui doit se faire au cours de l'émission Droit de réponse du 10 novembre, dont droit de réponse d'hier, avec les mêmes panélistes de l'émission du 3 novembre. Après avoir lu ce long texte, nous avons immédiatement contacté des sources sûres à Equinox Télévision pour savoir si la maison a été notifiée de ce droit de réponse. Toutes les sources contactées nous ont dit non. Nous avons donc conclu que c'est juste une affaire des réseaux sociaux. Donc pour l'instant, c'est un tract. C'est d'autant plus qu'un magistrat hors échelle, comme le président du Conseil constitutionnel, ne peut pas ignorer que lorsqu'on veut saisir une personne ou une institution, ce n'est pas sur Facebook ou alors dans les groupes WhatsApp. La direction d'Equinox Télévision n'est pas logée à Facebook ni à WhatsApp. Ce n'est pas quand même un magistrat hors échelle qui peut l'ignorer. Donc, ce droit de réponse est irrecevable. En plus de ce texte, on retient que le président du Conseil constitutionnel exigerait un droit de réponse en présence de tous les panélistes de l'émission du 3 novembre. Nous avons discuté avec un aîné dans la presse. Il nous a fait savoir que c'est la première fois qu'il entend qu'un droit de réponse exige la présence de tous les panélistes, que c'est de l'inédit. Est-ce qu'un magistrat hors hiérarchie peut alors ignorer que dans un droit de réponse, on n'exige pas la présence de tous les panélistes ou d'un panéliste même? Du coup, une fois de plus, ce tract est irrecevable. En plus, nous voyons des ampliations au ministère de l'administration territoriale. Est-ce qu'un magistrat hors hiérarchie peut ignorer que le ministère de l'administration territoriale n'a rien à voir dans un droit de réponse? Le ministère de la communication, oui, le CNC, oui, mais pas le MINAT. Il restait seulement qu'on mette la CEMIL, la DGRE et le tribunal militaire dans les ampliations. Une fois de plus, ce tract est irrecevable. Cependant, si ce texte est un fake, pourquoi depuis là aussi le président du Conseil constitutionnel ne produit pas un démenti? En plus, à la suite de ce texte, on a lu le communiqué de l'association qui a produit l'appel à candidature, dont le président du Conseil constitutionnel est membre. Ce communiqué reprend la même défense produite par ce dernier. Alors, on pourrait à certains abords penser, ne serait-ce qu'à 15%, que le droit de réponse en circulation est effectivement du président du Conseil constitutionnel. Mais essayons juste de faire comme si c'était lui réellement l'auteur de ce droit de réponse, juste pour mettre en lumière l'irrecevabilité de certains arguments. D'abord, sur la forme, ce droit de réponse est irrecevable. Son véritable destinataire devrait être Cameroun Tribune, qui, avec photo du président du Conseil constitutionnel à l'appui, a révélé que ce dernier avait pris part à une réunion dont l'une des résolutions était l'appel à candidature. Et Cameroun Tribune ne dit d'ailleurs nulle part dans son article que ce dernier était sorti de la salle avant l'appel à candidature. Aussi, une plainte ayant été déjà déposée le 6 novembre par le MRC au tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, contre le président du Conseil constitutionnel, le meilleur droit de réponse serait non pas devant les bavards du dimanche, mais devant le juge et les avocats du MRC. Dans le fond, une personne qui participe à une réunion, même si elle sort une minute après le début, cette personne assume les délibérés de cette réunion, sauf si après la délibération, elle produit rapidement une note pour se désolidariser de ces résolutions. Surtout que, comme dit le tract en circulation, le programme de ces assises n'annonçait nulle part la motion de soutien. Une raison de plus qui s'offrait au président du Conseil constitutionnel de faire vite un communiqué pour dire à Cameroun Tribune et à l'opinion qu'il se désolidarise de l'appel à candidature.
Mais il ne l'a pas fait. C'est lorsque l'affaire est déjà dehors plusieurs jours après qu'il vient vite dire qu'il n'était plus là au moment de l'appel à candidature. Donc, argument certes recevable sur la forme, mais irrecevable sur le fond. Dans le texte, on lit « Cette attitude ne démontre-t-elle pas le cynisme de certains individus déterminés à inciter le peuple à la rébellion et qui crament maladroitement des conspirations ?» En quoi le fait de dénoncer la présence d'un président du Conseil constitutionnel à une réunion dont l'une des résolutions est l'appel à candidature constitue-t-il une incitation à la rébellion? En quoi cela constitue-t-il une tentative de conspiration? Donc, une fois de plus, déclaration irrecevable sur la forme et sur le fond. Enfin, le président du Conseil constitutionnel dit qu'il a juste assisté aux premiers actes d'une réunion ayant été sanctionnée par l'appel à candidature. Est-ce que cette petite présence, même d'une minute, avec sa présence au podium, ne pourrait pas laisser cours à une interprétation de participation de ce dernier à une activité politique? En effet, l'article 5 de la loi du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel parle de tout ce qui pourrait, pas ce qui peut, mais tout ce qui pourrait. L'article dit les membres du Conseil constitutionnel doivent s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Cela relève donc de l'ordre de la susceptibilité et c'est le cas de la présence du président du Conseil constitutionnel à une réunion meeting où il est assis au premier rang. Même si c'était pour une minute, ça laisserait toujours libre cours à la partialité et au ternissement de la dignité de sa fonction. Donc, argument recevable sur la forme, mais irrecevable sur le fond. Bon, là, on faisait juste comme si ce texte était authentique, parce qu'au fond, pour le moment, nous maintenons mordicus qu'un magistrat du calibre du président du Conseil constitutionnel ne peut pas être capable de produire ce type de droit de réponse irrecevable à la fois sur la forme et sur le fond. Et j'invite, n'est-ce pas, les téléspectateurs à rechercher Cameroun T2, numéro 13220 du mercredi 30 octobre 2024. Il y a un article à la page 21. L'article est intitulé « Centre des élites engagées ». L'article est rédigé par un confrère, Yvan Boumou. Et je vais lire quelques extraits de cet article avant d'en tirer des conclusions nécessaires. Les élites et forces vives du département d'Union ESSO, dans le cadre de l'Assemblée générale de l'Association départementale pour le développement économique, social et culturel, entre parenthèses ADENSO, l'auteur de l'article dit « Les travaux se sont achevés par la lecture d'une motion de soutien, de fidélité et d'engagement derrière le président de la République, Paul Biya. » L'article continue. Dans cette correspondance lue par le professeur André Ebalé en bas, les élites et forces vives d'Union ESSO demandent au chef de l'État de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025, le rassurant de leur soutien indéfectible et inconditionnel. Voici comment s'achève l'article. Ces assises auxquelles ont pris part les fils des 6 arrondissements du département se sont tenues en présence du préfet Albert Ledoux Ngama. Voilà pour l'article publié dans Cameroun Tribune. Le contexte est précisé, les auteurs, les acteurs sont précisés. On voit le président du Conseil constitutionnel parmi les élites d'Union ESSO, à côté de Martin Bangangele et d'autres points du régime. La réunion s'achève par une motion de soutien et de fidélité et d'engagement. Il demande au chef de l'État de se porter candidat à cette élection présidentielle. Ce qui attire notre attention et nous amène à en parler, c'est que le président du Conseil constitutionnel, avant d'être président, il est membre du Conseil constitutionnel, ensuite il est président du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire c'est cette instance qui va arbitrer, n'est-ce pas, non seulement le contentieux, mais qui va, en dernier ressort, déclarer qui est président de la République à l'issue de l'élection présidentielle. Et nous voyons
Il est présent dans une réunion au cours de laquelle les élites présentes lui demandent de se porter candidat. Alors cela signifie au moins une ou deux choses. Il n'a jamais perdu sa casquette de militant du RDPC. Il n'a jamais été à l'écart du soutien, de la fidélité et d'engagement auprès du chef de l'État. Parmi ces élites, il lui demande, il fait partie de ceux qui demandent à Paul Biya d'être candidat en 2020. Je vais lire deux extraits. Un de la Constitution, un autre de la loi. Un autre de la loi sur le Conseil constitutionnel, qui organise le fonctionnement du Conseil constitutionnel. D'abord, je commence par la loi numéro 2004/005 du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel. Article 5, paragraphe 1. Je cite. Les membres du Conseil constitutionnel doivent s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ça, c'est le paragraphe 1 de l'article 5. Est-ce que M. Clément Tangana, président du Conseil constitutionnel, en participant à cette réunion à laquelle on prit part des élites qui demandent à Paul Biya d'être candidat et qui font une motion de soutien, de fidélité, d'engagement pour sa candidature à l'élection présidentielle, est-ce que M. Clément Tangana ne sait pas, par sa présence à une telle réunion, il a eu un comportement qui pourrait, là je rentre dans l'article concerné, comportement qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de sa fonction. Je vous renvoie cette question, pour que vous puissiez vous-même vous faire votre propre idée des conséquences de sa participation à une telle réunion qui a débouché sur une telle conclusion. Je vais également citer un extrait de la Constitution. Loi numéro 96 du 18 janvier 1996, modifiée et complétée par la loi numéro 2008-001 du 14 avril 2008. Article 51 de la Constitution, tel que modifié en 2008. Article 51 nouveau. Le Conseil constitutionnel comprend 11 membres désignés pour un mandat